La pression artérielle normale est inférieure à 120 systoliques sur 80 diastoliques. Selon les récentes directives 2017 de l'American Heart Association et de l'American College of Cardiology, l'hypertension est actuellement définie comme une pression artérielle supérieure à 130 systoliques et 80 diastoliques. Maintenant, généralement, les pressions systoliques et diastoliques ont tendance à augmenter ou à baisser ensemble, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous pouvez avoir une hypertension systolique ou diastolique. C'est ce qu'on appelle l'hypertension systolique isolée ou l'hypertension diastolique isolée. D'accord, ce n'est pas parce que vous voyez une pression artérielle élevée à l'examen que cela signifie que la personne souffre d'hypertension. La pression artérielle doit être constamment élevée afin de la définir comme une hypertension. Donc, lors de votre examen, rappelez-vous que le diagnostic nécessite au moins 2 lectures distinctes lors de 2 visites distinctes. La raison en est due au phénomène de l'hypertension de la blouse blanche. Il s'agit d'une hypertension à l'examen physique qui survient en raison de l'anxiété ressentie par l'individu. L'hypertension est classée en hypertension primaire ou essentielle et en hypertension secondaire. L'hypertension est classée en hypertension primaire ou essentielle et en hypertension secondaire. L'hypertension primaire se produit sans cause secondaire connue et représente 90% des cas. On pense que la physiopathologie de l'hypertension primaire est liée à une diminution de l'excrétion rénale de sodium. La réduction de l'excrétion de sodium augmente le volume plasmatique, augmentant le volume de l'AVC et, par conséquent, la pression artérielle systolique. En outre, l'augmentation du volume plasmatique provoque une diminution de la libération de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire, produisant ce qu'on appelle une hypertension à faible teneur en rénine, ce qui peut être un rendement élevé. De plus, la diminution de l'excrétion de sodium favorise la vasoconstriction des artérioles périphériques, augmentant la résistance vasculaire systémique, ce qui augmente la pression artérielle diastolique. D'accord, les facteurs de risque d'hypertension primaire comprennent l'âge, l'inactivité physique, l'obésité, le diabète sucré, le tabagisme, les antécédents familiaux d'hypertension, ainsi que la consommation excessive de sel ou d'alcool. On pense que dans le diabète de type 2, des niveaux élevés d'insuline favorisent la rétention rénale de sodium. D'accord, avant de diagnostiquer une personne souffrant d'hypertension primaire, les causes de l'hypertension secondaire doivent être exclues. Vos examens tenteront souvent de vous indiquer cela en mentionnant que les individus prenaient plusieurs antihypertenseurs et qu'ils n'avaient pas fonctionné, ou en ayant une personne relativement jeune souffrant d'hypertension. La meilleure approche consiste à examiner différents systèmes d'organes, en commençant par la glande surrénale. Les causes importantes comprennent l'hyperaldostéronisme primaire, ou syndrome de Kahn, le syndrome de Cushing et des tumeurs comme le phéochromocytome et le neuroblastome. Les indices dans la tige de la question vous aideront à identifier lequel c'est. L'hypokaliémie, l'alcalose métabolique et une augmentation du rapport aldostérone/rénine indiquent le syndrome de Kahn. Les stries abdominales, les coussinets adipeux supraclaviculaires, l'obésité tronculaire et l'hyperglycémie pointent vers le syndrome de Cushing. L'hypertension paroxystique, c'est-à-dire l'hypertension qui va et vient, associée à des maux de tête, des palpitations et de la transpiration, indique un phéochromocytome. Les neuroblastomes sont fréquents chez les enfants et présentent une masse abdominale. Vient ensuite le rein. La sténose de l'artère rénale, également appelée maladie rénovasculaire, est généralement causée par une plaque d'athérosclérose obstruant l'artère rénale, en particulier chez les hommes âgés de 60 à 70 ans. Moins fréquemment, il peut être causé par une dysplasie fibromusculaire, en particulier chez les femmes de 20 à 30 ans. Cela provoque classiquement l'apparence de la chaîne de perles de l'artère rénale. Quelle qu'en soit la cause, la sténose de l'artère rénale diminue la perfusion rénale. Cela fait penser à votre corps qu'il est dans un état hypotenseur. Ainsi, en réponse, le système rénine-angiotensine-aldostérone, ou RAAS, est activé, entraînant une vasoconstriction et une augmentation de la réabsorption rénale du sodium et de l'eau, et éventuellement de l'hypertension. Une diminution de la perfusion rénale provoque le rétrécissement du rein affecté et, histologiquement, il y aura une atrophie tubulo-interstitielle glomérulaire et une fibrose. Un fait à haut rendement à retenir pour vos examens est que la sténose unilatérale de l'artère rénale ne provoque pas d'IRC parce que le rein contralatéral fonctionne normalement et, en fait, il hypertrophie pour compenser. Cependant, la sténose bilatérale de l'artère rénale entraîne une MRC parce que les deux reins sont affectés.
En outre, il est important de ne pas donner d'inhibiteur de l'ECA aux personnes atteintes de sténose bilatérale de l'artère rénale. En effet, l'angiotensine 2 resserre l'efferent artériol dans le glomérule, qui maintient le DFG. Si un inhibiteur de l'ECA est administré, les artérioles efférentes se dilatent, provoquant une baisse du DFG. D'accord, les maladies parenchymateuses rénales comme la néphropathie diabétique, la glomérulonéphrite ou la maladie polykystique des reins peuvent également causer de l'hypertension en retenant le sodium. Ensuite, la coarctation de l'aorte est également une cause importante d'hypertension, en particulier chez les enfants. Et le mécanisme est assez similaire à la sténose de l'artère rénale, car la perfusion rénale est diminuée, juste que l'obstruction est plus proximale. En parlant de l'aorte, le vieillissement entraîne une diminution de la quantité d'élastine dans la paroi artérielle et une augmentation de la quantité de collagène, produisant une aorte rigide et non conforme. Cela se manifeste chez les adultes âgés par une hypertension systolique isolée, ce qui signifie une pression artérielle systolique élevée, mais une diastolique normale. Ensuite, l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie peuvent causer de l'hypertension. L'hyperthyroïdie augmente le débit cardiaque, provoquant une pression artérielle systolique élevée. Pour une raison quelconque, l'hypothyroïdie augmente la rétention rénale de sodium et provoque une élévation isolée de la pression artérielle diastolique. Les glandes parathyroïdes adjacentes sont également des suspects potentiels, car l'hyperparathyroïdie primaire provoque une hypercalcémie qui augmente la vasoconstriction des artérioles périphériques, entraînant une augmentation de la résistance vasculaire périphérique totale. D'accord, si la personne présente une hypertension, une bradycardie et un schéma respiratoire irrégulier, pensez à une augmentation de la pression intracrânienne, ce qui déclenche un réflexe qui entraîne la triade de Cushing. Pendant la grossesse, il est crucial de considérer la prééclampsie et l'éclampsie. Enfin, soyez toujours conscient des médicaments que la personne prend. Les contraceptifs oraux contenant des strogènes sont des causes courantes d'hypertension, en particulier chez les jeunes femmes. L'œstrogène agit en augmentant la synthèse de l'angiotensinogène dans le foie, qui est finalement converti en angiotensine E2. La cocaïne est une autre drogue potentielle qui peut causer l'hypertension en augmentant l'activité sympathique. De plus, chez les personnes prenant des inhibiteurs de la monoamine oxydase, l'ingestion d'aliments contenant de la tyramine comme le fromage et le vin peut déclencher une hypertension aiguë. Rappelez-vous que parfois l'examen peut ne pas mentionner le médicament, mais simplement indiquer que la personne a des antécédents de dépression atypique ou résistante aux médicaments, ce qui est une indication pour les IMAO. D'accord, l'hypertension chronique peut entraîner de multiples complications affectant différents systèmes d'organes. Commençons par le cœur. L'hypertension augmente la post-charge, c'est-à-dire la résistance contre laquelle le cœur doit pomper. En réponse, le ventricule gauche hypertrophie pour surmonter cette résistance. L'hypertrophie concentrique augmente la demande en oxygène du myocarde, ce qui signifie que le cœur a besoin de plus d'apport sanguin coronarien que d'habitude. En outre, l'hypertrophie concentrique rend le cœur raide, ce qui limite la relaxation diastolique. C'est pourquoi l'insuffisance cardiaque due à l'hypertension est une insuffisance cardiaque diastolique, de sorte que la fraction d'éjection sera en fait normale. L'hypertension est également un facteur de risque d'athérosclérose, il y a donc un risque accru de maladie coronarienne, qui est la cause la plus fréquente de décès par hypertension. La dissection aortique est une autre complication importante, et l'hypertension est le facteur de risque le plus important qui y contribue. D'accord, sur le cerveau. L'hypertension peut affaiblir les parois des petits vaisseaux cérébraux, entraînant un anévrisme de Charcot-Bouchard, qui peut se rompre et provoquer un saignement intracérébral. Les artères plus grandes peuvent former un anévrisme des bailles, qui peut se rompre et provoquer une hémorragie subarachnoïdienne. En outre, l'artériosclérose hyaline des petits vaisseaux sanguins peut les obstruer, entraînant de petits infarctus lacunaires. En fait, il a été démontré qu'une gestion adéquate de l'hypertension offre la plus grande réduction du risque d'accident vasculaire cérébral. D'accord, dans les reins, l'artériosclérose hyaline des artérioles afférentes et efférentes peut entraîner une ischémie et une atrophie des tubules rénaux. Au fil du temps, l'insuffisance rénale se manifeste. Enfin, nous devons garder un œil sur les yeux. Rappelez-vous pour vos examens que la rétinopathie hypertensive se manifeste par des hémorragies en forme de points et de flammes qui résultent de la rupture de microanévrismes, entaillation artério-veineuse lorsque les artères élargies compriment les veines, ainsi que le câblage en argent et en cuivre qui sont des artères obstruées qui apparaissent blanches ou oranges au lieu de rouges.
D'accord, mis à part les complications chroniques, l'hypertension peut également entraîner une présentation aiguë. L'urgence hypertensive et l'urgence ont une pression artérielle supérieure à 180 sur 120. La différence est qu'en cas d'urgence hypertensive, il existe des preuves de lésions aiguës des organes terminaux. Maintenant, les deux se développent généralement lorsque quelqu'un ne prend pas systématiquement son médicament antihypertenseur. L'urgence hypertensive est généralement trouvée incidemment, de sorte qu'il n'y a aucune preuve de dommage aux organes finaux. En cas d'urgence hypertensive, les dommages aux organes finaux peuvent se manifester de diverses manières. Par exemple, les manifestations du SNC comprennent des maux de tête, des crises d'état mental altéré, un œdème papillaire ou un accident vasculaire cérébral. Les manifestations cardiaques comprennent l'infarctus du myocarde, l'insuffisance ventriculaire gauche aiguë entraînant un œdème pulmonaire et la dissection aortique. Les manifestations rénales comprennent une lésion rénale aiguë, se présentant comme une élévation du BUN et de la créatinine, une hématurie et une microalbuminurie. Maintenant, changeons de vitesse et discutons du traitement de l'hypertension. Le premier choix de traitement est les changements de mode de vie, comme un régime pauvre en sodium, l'exercice et les techniques de réduction du stress. Dans certains cas, des médicaments antihypertenseurs peuvent également être administrés. En général, pour l'hypertension essentielle, il existe 4 classes principales de médicaments qui sont utilisés: l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou les inhibiteurs de l'ECA, les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine ou ARA, les diurétiques thiazidiques et les bloqueurs des canaux calciques à action prolongée comme la dihydropyridine. Mais ce que les examinateurs font souvent, c'est essayer de vous indiquer le médicament que vous devriez choisir en fonction de la comorbidité du patient. Donc, s'il y a de l'hypertension avec insuffisance cardiaque, il est à haut rendement de se rappeler que le traitement doit inclure des inhibiteurs de l'ECA ou des ARA, des diurétiques, des antagonistes de l'aldostérone et des bêta-bloquants. Gardez à l'esprit que les bêta-bloquants doivent être utilisés avec prudence dans l'insuffisance cardiaque décompensée, c'est-à-dire lorsque l'insuffisance cardiaque s'aggrave rapidement. C'est en raison de leur capacité à diminuer la fréquence cardiaque et de leur effet inotrope négatif, ce qui signifie qu'ils diminuent la force de contraction cardiaque. En continuant, s'il y a de l'hypertension avec le diabète sucré, le traitement optimal est les inhibiteurs de l'ECA ou ARA, les diurétiques thiazidiques, les bloqueurs des canaux calciques ou les bêta-bloquants. Ce qu'il est important de se rappeler, c'est que les inhibiteurs de l'ECA ou ARA protègent contre la néphropathie diabétique. Et lors de l'utilisation de bêta-bloquants, l'hypoglycémie est l'effet secondaire à surveiller, car elle peut passer inaperçue, car les bêta-bloquants émoussent les effets contre-régulateurs et les symptômes des catécholamines, comme la tachycardie et les tremblements. C'est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de diabète, qui prennent déjà un tas d'autres médicaments hypoglycémiants comme l'insuline. Ensuite, l'hypertension chez les personnes asthmatiques doit être traitée avec des ARA, des diurétiques thiazidiques, des inhibiteurs des canaux calciques ou des bêta-bloquants cardiosélectifs. Ce que nous devrions éviter ici, ce sont les inhibiteurs de l'ECA, car leur effet secondaire le plus courant est la toux. Et les bêta-bloquants non sélectifs, qui bloquent également les récepteurs bêta-2 dans les poumons, provoquent une bronchoconstriction. Enfin, pour l'hypertension pendant la grossesse, choisissez l'hydralazine, la méthyldopa, le labétalol ou la nifedipine. Pour vous en souvenir, vous pouvez utiliser la mnémonique hypertensive MAMS Love nifedipine. Une autre chose à savoir est le traitement des complications aiguës de l'hypertension. L'urgence hypertensive nécessite simplement un ajustement des médicaments antihypertenseurs oraux, il n'est donc pas nécessaire d'abaisser la pression artérielle de manière aiguë. D'un autre côté, en cas d'urgence hypertensive, il est crucial d'abaisser immédiatement la pression artérielle avec des médicaments intraveineux comme le nitroprusside ou le labetalol.